Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Pourquoi le musée aujourd'hui? Cartographie des musées dans le monde. Résumé. Avec ses 33 000 membres dans le monde entier, l'ICOM, le Conseil international des musées, est surtout connu pour sa lutte permanente contre le trafic illicite de biens culturels, son programme d'urgence pour les musées en cas de catastrophe naturelle, de guerre, ou son code de déontologie qui fait autorité. Mais l'ICOM s'interroge aussi en permanence, dans ses comités nationaux et internationaux, sur l'impact que les changements de nos sociétés et des circonstances de vie sur la planète auront et ont déjà sur les musées d'aujourd'hui et de demain. L'ICOM plaide pour des liens forts entre les musées et les communautés qui les entourent, met l'accent sur l'accessibilité dans tous les sens du terme et sur l'inclusivité, plaide pour que des musées s'ouvrent à de nouvelles perspectives, cherche des réponses aux enjeux de la mondialisation et souhaite que les technologies du virtuel soient utilisées pour un meilleur retour au réel. Mots-clés: organisation internationale, mondialisation, accessibilité, ouverture, communauté. C'est un honneur pour le Conseil international des musées, ICOM, d'être associé à ce colloque portant sur le musée demain, et de pouvoir y ouvrir la discussion sur une problématique centrale pour nos musées et institutions culturelles. Quel est le rôle du musée dans la société contemporaine et quels sont les contours du musée que nous voulons bâtir pour demain? L'ICOM est une organisation internationale qui représente les musées et les professionnels des musées. Créée en 1946 au Louvre, cette association a pour mission, d'une part, de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et naturel, présent et futur, tangible et intangible, dans les musées et en dehors des musées. D'autre part, l'ICOM organise en permanence le dialogue entre les professionnels de musées, et cela à l'échelle mondiale. Avec presque 33 000 membres répartis dans 135 pays, l'ICOM est un réseau unique de professionnels de musées, dont le périmètre d'action comprend de nombreux domaines liés au musée et au patrimoine. En termes d'adhérents, l'ICOM est l'une des plus grandes associations culturelles dans le monde. Les comités nationaux sont l'épine dorsale de l'ICOM pour l'organisation d'un service proche des adhérents et pour coordonner l'activité entre les membres individuels ou institutionnels, et les activités des comités nationaux eux-mêmes ou des comités internationaux. Ces 31 comités internationaux sont parfois appelés le trésor de l'ICOM. Ils offrent un large éventail d'activités, de la théorie sur les musées jusqu'à des aspects hautement pratiques du travail dans les musées, du travail éducatif jusqu'à la gestion, des collections jusqu'à la documentation pour tout type de musée confondus. Les alliances régionales regroupent les comités nationaux de certaines régions du monde, Europe, Sud-Est de l'Europe, Asie et Pacifique, monde arabe, Amérique latine et Caraïbes, et les organisations affiliées de l'ICOM, comme celles des musées en plein air, des musées de droits humains, des musées des enfants, comme le Mouvement international pour une nouvelle muséologie, comme celle des musées de la région de l'Océan Indien, comme AFR-ICOM, le Conseil international des musées africains, sont autant de structures qui renforcent la position de l'organisation au sein de la communauté muséale internationale. L'ICOM, dans toutes les actions de ces comités, se concentre sur quelques angles d'approche qui reviennent souvent. A. La lutte contre le trafic illicite, avec les listes rouges, le site web Observatory Illicit Traffic, qui est un observatoire international. B. Le programme d'urgence pour les musées, avec le groupe permanent Disaster Relief Task Force. C. Le code de déontologie, depuis 1986, qui est un instrument moral plutôt que légal et qui constitue un fil rouge pour les actions de professionnels de musées dans des situations de conflit, des situations délicates. Dans les pays où une loi sur les musées n'existe pas, ce code est souvent un cadre de référence pour le travail mené dans les musées. Le Comité international pour les musées et collections de sciences naturelles a élaboré un code de déontologie pour les musées d'histoire naturelle, et le Comité international pour la documentation insiste beaucoup sur la dimension déontologique du travail de documentation dans les musées. Le thème du colloque et le titre de cette contribution inciteraient à donner une vue d'ensemble des tendances dans les musées contemporains dans le monde et des défis auxquels les musées d'aujourd'hui doivent faire face. Le grand réseau de l'ICOM est un terrain d'étude par excellence pour ces sujets.
Les lignes qui suivent ne sauraient creuser en détail tous les aspects de cette problématique, mais entendent présenter quelques tendances que nous croyons prédominantes dans les musées d'aujourd'hui, et qui le seront probablement aussi, et peut-être davantage, dans le musée de demain. L'ICOM est souvent partie prenante dans des débats concernant les enjeux de la politique de développement, d'extension et d'accessibilité, ainsi que ceux de la mondialisation et de l'emploi des technologies les plus récentes. Les musées veulent et doivent jouer un rôle central dans une société en mutation rapide et profonde. Les musées d'aujourd'hui sont constamment confrontés à des changements qui les poussent à repenser leur mandat traditionnel et trouver de nouvelles stratégies pour attirer les visiteurs vers des collections plus accessibles. Mais il en a toujours été ainsi. Si nous ouvrons une petite parenthèse d'histoire, qui dans ce cadre-ci ne saurait être que schématique et généralisatrice, les musées tels que nous les imaginons quand nous entendons le mot musée, avaient pour but, surtout depuis le XIXe siècle, d'aider les gens à réfléchir, à prendre un certain recul dans une ère d'industrialisation croissante et de changements sociaux, à retrouver une identité au niveau d'une ville, d'une nation et de changements sociaux, pour qu'ils soient fiers d'appartenir à une certaine nation. L'on peut y ajouter les musées coloniaux en Europe, et même des musées dans les capitales des colonies, qui préconisaient les bienfaits et parfois la gloire des pouvoirs coloniaux. Or maintenant, nous quittons de plus en plus ce paradigme du XIXe siècle, parfois présenté comme l'âge d'or des musées, et l'actuelle direction prise n'est absolument pas claire. Nous constatons que depuis les années 1980, dans beaucoup de pays, le citoyen perd confiance dans les structures politiques existantes comme dans les valeurs sociales et sociétales prédominantes, à cause de changements ultra rapides et d'incertitudes. Et comme au XIXe siècle, les politiques culturelles et muséales ont aussi fourni des réponses ou sont en train de les fournir tous les jours en ce moment. Les pages suivantes essaieront de saisir 5 tendances, surtout à travers des exemples, de ce paysage muséal en fermentation, en gestation, en ébullition. Ces tendances sont des liens forts avec les communautés, l'accessibilité, l'inclusivité et les connexions avec les visiteurs, l'ouverture aux nouvelles perspectives, la mondialisation, les défis posés par les nouvelles technologies. Ces tendances ne sont pas des catégories fixes, elles se recoupent, ce sont des exemples pris sur le vif. Chaque région de la planète a d'ailleurs ses propres mouvements, tendances et défis qui influencent le paysage muséal, et chaque région évolue à son propre rythme. Le lecteur voudra bien trouver des exemples des activités et programmes des musées partout dans le monde. Lien fort avec la communauté. Comme thème de la Journée internationale des musées en 2014, célébrée le 18 mai, l'ICOM avait choisi les liens créés par les collections des musées, collection Make Connection. Tout en racontant une histoire sur le patrimoine culturel d'une communauté et sur sa mémoire collective, les musées contribuent au développement de leur société en tissant des liens entre les visiteurs et différents types d'objets. Les musées d'aujourd'hui cherchent à renouveler les méthodes traditionnelles afin d'impliquer leur communauté et de rester en phase avec leur public. On trouve des community museums dans de nombreuses villes ou communes, et elles jouent un rôle important dans des zones avec un taux d'immigration élevé, avec des minorités. Ces musées ne se concentrent pas sur une histoire qu'on pourrait qualifier de mainstream society, le narratif de la société dominante, mais les nouveaux habitants racontent leurs histoires, sans que les histoires des groupes qui sont là depuis des générations soient oubliées. Ainsi, par les expositions présentées, mais aussi, et peut-être surtout de plus en plus, grâce aux activités organisées, les musées deviennent des lieux de rencontre et des acteurs d'intégration. L'ICOM a joué un rôle décisif dans ce processus en mettant un accent très fort sur le patrimoine immatériel, en considérant que ce patrimoine est pour le moins aussi important que le passé matérialisé. Le patrimoine immatériel a été le sujet de la conférence générale de l'ICOM qui s'est tenue à Séoul, en Corée, dès 2004. L'ICOM édite aussi le International Journal on Intangible Heritage. Celui-ci stimule le travail avec le public, avec les détenteurs de savoir et de tradition, qui peut être associé aux activités du musée et mène à un archivage, ce qui sauve de l'oubli des traditions en voie de disparition ou tombées en désuétude. Des musées accomplissant un travail remarquable avec des communautés locales ont été à l'honneur parmi les candidats nominés au European Museum of the Year Award au cours de ces dernières années. Citons parmi de nombreux autres,
Le Museum of Liverpool au Royaume-Uni, lauréat du prix des musées du Conseil de l'Europe en 2013. Le Fellbacher Stadtmuseum en Allemagne, et encore le Sore Museum Arbon en Suisse. Qu'il nous soit permis de citer in extenso 2 exemples de musées qui impliquent, de façon systématique et très poussée, la communauté locale. Le musée Bakshi à Bayburt en Turquie, Anatolie orientale, qui a remporté le prix du musée du Conseil de l'Europe en 2014, a pour objectif de combler le fossé entre le centre et la périphérie du pays, tout en aidant la population locale à rester culturellement et économiquement ancrée dans son territoire et à perpétuer sa mémoire culturelle par la relance de fabrication de textiles et de tissages traditionnels. La mission du musée consiste à 1. Proposer une pensée alternative contre l'idéalisation de la vie urbaine. 2. Être un point de résistance culturelle qui valorise les traditions locales et permet à la population de gagner sa vie sur sa propre terre. 3. Être au centre d'une interaction culturelle pour l'art traditionnel et contemporain, pour les artistes, les chercheurs et la population locale. 4. Stimuler la vie économique dans la région. Le fondateur, le professeur d'université et peintre Hussamettin Kosan n'expose guère ses propres œuvres dans le musée. Le musée organise des ateliers d'art et enseigne des savoir-faire, surtout en matière d'artisanat traditionnel, aux habitants de la communauté pour gagner leur vie. Le musée de la Favela à Rio de Janeiro au Brésil est un exemple inspirant de musée avec une structure de gouvernance originale qui est très liée à la communauté locale. Les personnes qui ont fondé le musée vivent en grande majorité dans les favelas, et un organigramme où les différents quartiers sont représentés dans les structures de gouvernance est en cours de rédaction. Son modèle communautaire attire des visiteurs de partout dans le monde. Il a été fondé en 2008 par les leaders communautaires de la favela Pavão-Pavãozinho do Cantagalo et possède le statut d'association communautaire non gouvernementale. Le musée cherche à honorer la mémoire collective de la population des favelas de Rio de Janeiro et l'aide à construire une identité commune. Le musée fournit des ateliers culturels sur la photographie, l'art, le graffiti, la musique et l'entrepreneuriat pour les habitants des favelas, avec vente de produits locaux dans les boutiques, ainsi que des visites guidées régulières pour les visiteurs. Accessibilité, inclusivité, connexion avec les visiteurs. Un musée veut être un endroit où chacun se sent le bienvenu. Les musées offrent des expositions et des actions diversifiées, pour différents publics, mais dans un esprit qui pourrait être résumé par « Nous ne sommes pas des annexes à la société, nous sommes la société ». Un musée travaille pour différents groupes sociaux, mais en se gardant d'ériger des cloisons entre eux. Les musées ne parlent pas d'eux, ne parlent pas des autres, ils parlent de nous, les humains sur notre planète commune. C'est une tendance de plus en plus forte. On la voit à l'œuvre dans les activités organisées dans le musée, et quand les musées vont dans les écoles, les maisons de retraite, les prisons. C'est ce qui arrive quand un musée apprend d'anciennes techniques artisanales aux habitants de quartiers difficiles, William Morris Gallery à Londres, quand un musée met les photos d'élèves qui ont bien travaillé à l'école dans une de ses salles, Waterford Treasures Museum, Waterford en Irlande, quand un musée laisse une salle vide pour les propositions de son public, Grazed Museum, Graz, Autriche, ou quand un musée développe des activités toutes spécifiques pour des personnes malades ou handicapées, énormément d'. Exemple dans le monde actuel des musées. Ainsi, au cœur de la société, les musées donnent une dimension supplémentaire à des activités pour des groupes cibles spécifiques. Ces dernières années, des musées, souvent de très grands musées, ont développé des programmes spécifiques pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, le Louvre l'a fait depuis 2011, le Stedelijk Museum à Amsterdam depuis 2012. Le programme Art and Alzheimer's, à la Galerie nationale d'Australie, à Canberra, a été établi dès 2007. Il propose aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer de se reconnecter avec le monde d'une façon positive et enrichissante, ce qui évite l'isolement ressenti par beaucoup de personnes souffrant de cette maladie. Une visite des collections d'art de la galerie, basée sur la discussion, offre de la stimulation intellectuelle et de l'inclusion sociale. Les participants peuvent apporter leurs connaissances, interpréter les œuvres, exprimer leurs émotions et se rappeler des souvenirs. La participation à ce programme peut mener à reconnecter les personnes malades avec leur identité, à plus de bien-être et une meilleure qualité de la vie. En outre,
Ce programme contribuera à créer des partenariats dans la communauté qui lient l'art et la santé pour améliorer le soin des personnes atteintes d'Alzheimer. Il sensibilisera le public et diminuera la stigmatisation associée à cette maladie. De nombreux musées recourent aux acquis de la technologie pour que des personnes malentendantes puissent profiter au maximum de leur visite. Ainsi, le Museo Egisio, à Turin en Italie, a été le premier à utiliser une application de Google Glass qui permet aux visiteurs sourds d'accéder à l'expérience intégrale du musée à travers un appareil portable qui traduit des informations sur les collections du musée en langue des signes. Parmi les musées royaux des beaux-arts de Belgique, le musée Magritte propose une visite guidée en langage des signes qui est disponible sur un iPad. Ouverture problématique aux nouvelles perspectives. Les musées sont de plus en plus ouverts à des points de vue multiples dans la présentation de leurs sujets, et en cela, ils jouent aussi un rôle important dans la naissance ou la croissance de sociétés plus harmonieuses, tolérantes. Au cours des dernières décennies, plusieurs institutions sont de plus en plus devenues des endroits de réconciliation. Réconciliation avec le passé et entre des parties opposées sans essayer de lisser l'histoire. Dans certaines régions, les musées fonctionnent déjà comme des pionniers dans ce travail très important pour les sociétés. Ainsi, en Afrique du Sud, les musées jouent un rôle important dans le processus de réconciliation, en fournissant et en disséminant de l'information sur l'apartheid et la structure injuste de ce système afin d'aider la société à guérir ses plaies après cette période tragique de l'histoire. Le musée de l'apartheid à Johannesburg, par exemple, cherche à communiquer aux visiteurs la vraie expérience de l'apartheid en Afrique du Sud pour aider la société à comprendre son passé oppressif et se diriger vers un avenir paisible. Il y a quelques années et pour la première fois au Japon, le Musée national d'histoire japonaise a ouvert une galerie sur le XXe siècle, qui aborde les thèmes du colonialisme, de l'occupation des territoires étrangers et de la Seconde Guerre mondiale, et cela dans un pays où il n'y avait pas eu précédemment l'espace suffisant à la discussion ouverte sur ces aspects de l'histoire. À l'heure actuelle, plusieurs musées australiens proposent des galeries aborigènes, dans lesquelles le visiteur peut découvrir comment les minorités ont été traitées par la société dominante, cela raconté de la perspective des populations natives présentes sur le continent pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Européens. De plus en plus en Europe, des mémoriaux d'anciens camps de concentration ou des lieux liés à l'Holocauste s'ouvrent aux visiteurs et racontent l'histoire, basée sur un travail scientifique, en n'oubliant pas d'indiquer par exemple les liens très forts qui peuvent avoir existé entre l'oppresseur nazi et les habitants locaux, ou en indiquant comment la persécution des Juifs dès les années 30, progressant au pas par pas, est en son origine pas fort différente de ce qui se passe quand des enfants sont harcelés et exclus dans la cour de récréation. 2 musées mémoriaux ont été couronnés en mai 2014 par le Forum européen des musées pour le travail profond et courageux accompli dans ce sens. La caserne d'Aussin à Malines, Belgique, et le mémorial de Flossenburg. Illustratif à l'égard de cette prise en compte du passé, avec une distance plus critique, est le pavillon autrichien à Auschwitz où l'on peut toujours voir dans l'exposition en place depuis 1978 que l'Autriche a été la première victime du nazisme, mais où l'on voit en même temps un panneau disant que de nouvelles recherches en cours mèneront à changer le narratif de ce pavillon, opération actuellement en cours. En Belgique, le Musée royal de l'Afrique centrale, fondé au début du XXe siècle comme musée colonial, aborde des sujets sensibles comme la colonisation et propose des activités à ce sujet pour des publics variés. Il met l'accent sur la diversité de l'Afrique centrale contemporaine. Il organise des ateliers où les participants entrent en contact avec la culture africaine du passé, mais aussi la vie culturelle actuelle en Afrique subsaharienne. Le musée est actuellement en phase de rénovation, et des associations africaines en Belgique comme des artistes sont impliqués dans le projet de rénovation. Ce qui reste malgré tout un genre très difficile, c'est le genre du musée national. Ce genre est à la croisée des chemins entre une vue globale et l'importance d'un pays, ce qui provoque des tensions évidentes. En 2011, un nouveau musée national d'Écosse a été ouvert qui met l'accent sur la diversité des cultures mondiales. Mais dans d'autres pays, malgré de longs débats et des projets concrets et avancés, le projet de musée national ne démarre pas, en France, aux Pays-Bas, en Pologne, en chantier depuis 2006, en Corée, et dans les pays de l'ex-Yougoslavie,
Des musées nationaux ou des musées d'histoire nationale sont fermés parce que la perspective à adopter n'est pas claire, celle du pays relativement jeune, celle des Balkans ou celle de l'Europe du Sud-Est dans une perspective internationale. Si les musées cherchent à favoriser la compréhension mutuelle, la durabilité et une meilleure connaissance du passé de leurs nations et sociétés respectives, ainsi que la culture et l'histoire des autres, il est essentiel qu'ils expliquent l'histoire et la culture de leur pays et ses populations diverses. Mais il est également important de réfléchir à l'impact de l'histoire des pays et sociétés voisins sur notre propre développement, et vice-versa, afin de créer une vue internationale du passé. Mondialisation. Les musées entendent contribuer au développement de la société dans un monde qui change rapidement, qui est à la recherche de scénarios pour l'avenir ou de valeurs. C'est pour cela que beaucoup de musées se donnent comme tâche de fournir des produits de haute qualité, qui permettent aux visiteurs, utilisateurs de comprendre mieux le monde. Et ces produits de haute qualité supposent une recherche scientifique sans faille et une liberté scientifique académique dans leur choix. Les initiatives des musées tiennent compte du cadre global d'aujourd'hui, où il faut chercher des modèles de croissance durable, où l'on réalise qu'il y a des limites à la croissance, que les problèmes écologiques provoquent déjà des diminutions de la qualité de vie, où l'on sait que le modèle du mariage classique n'est pas le seul, que les traditions se perdent, et que de plus en plus, l'être humain peut vivre en individu et moins en groupe. Nous sommes également dans un monde qui devient de plus en plus connecté grâce à la technologie et d'autres forces de mondialisation, ce qui permet aux musées de collaborer de plus en plus avec des institutions et des collègues du monde entier. Dans cette ère de la mondialisation, les musées développent toujours plus de projets sur la présentation de l'histoire mondiale ou des aspects d'expression culturelle commune internationalement, un sujet que les universités ont découvert depuis longtemps. Il est important de considérer le cadre global, le Global Village, car c'est dans ce contexte-ci que désormais nous vivons. Contrairement aux expositions dans les musées du XIXe siècle, de nombreux nouveaux musées présentent une vue diversifiée de la culture et de l'histoire, à travers des comparaisons internationales et une attention croissante portée à l'histoire politique, en utilisant toujours, dans la plupart des cas, les moyens les plus courants pour les musées, la présentation d'objets historiques originaux. Parmi les nouveaux musées qui ont opté pour une perspective très internationale, on peut citer le MUSEM à Marseille, le musée du Quai Branly à Paris, le musée des Confluences à Lyon, le musée national de l'histoire japonaise qui met aussi un accent sur la vie quotidienne, le musée canadien de l'histoire dont la dénomination précédente est musée canadien des civilisations, le musée Te Papa en Nouvelle-Zélande, le musée national de l'Australie, le musée historique allemand à Berlin ou encore le musée Rautenstrauer-Geust à Cologne, en Allemagne, lauréat du prix des musées du Conseil de l'Europe en 2012, et le MA à Anvers en Belgique. L'exposition itinérante « Imaginez les Balkans. Identité et mémoire durant le long XIXe siècle » porte sur la constitution et l'évolution des nations modernes d'Europe du Sud-Est. Inspirée par le livre Imaginez les Balkans, de Maria Todorova, l'exposition itinérante a été présentée en 2013 par l'UNESCO à Venise, impliquant la collaboration entre des collections nationales de tous les pays ou presque des Balkans. L'exposition a été conçue avec la conviction que l'histoire des nations ne devrait pas être vue comme un sujet de division, mais comme l'opportunité de replacer les histoires nationales dans un contexte plus global, de comparer des visions opposées et de reconstruire des mémoires collectives. Les musées communiquent, la plupart du temps indirectement par leurs initiatives, sur le fait que le repli sur soi n'apportera pas de perspective d'avenir. Technologie du virtuel pour un meilleur retour au réel. Un des facteurs qui facilite et accélère la mondialisation est le développement des nouvelles technologies. Nous habitons de plus en plus dans un monde numérique, et les musées n'y font pas exception. La technologie n'est pas seulement utilisée pour communiquer avec des collègues dans des pays lointains, mais également pour engager le dialogue avec les visiteurs, en créant des expositions interactives, et avec le reste du grand public par des expositions virtuelles, et pour faciliter l'accès à des collections numérisées. La nouvelle galerie interactive du Musée d'art de Cleveland est un exemple notable. Cette galerie lancée en 2013 montre des images de plus de 3500 objets de la collection permanente du musée,
et propose le plus grand écran multitouch aux États-Unis comme introduction à la visite. Le musée d'anthropologie de Xalapa, au Mexique, a également terminé la numérisation de 70% des objets préhispaniques du musée, ce qui rend la collection du musée plus accessible au public. Le musée de Brooklyn a développé de nombreux programmes pour interagir avec ses visiteurs. Comme d'innombrables autres musées, le musée est actif sur plusieurs réseaux sociaux, y compris Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram et YouTube, et il organise régulièrement des projets qui invitent à la participation du public dans le développement des expositions. Par exemple, une de ces expositions, Split Second, a invité le public à partager ses réponses personnelles aux peintures de la collection permanente du musée via son site web. Le projet a mené à la présentation des peintures qui avaient suscité les réactions les plus intenses, conjointement avec la représentation visuelle des données collectées. Mais un défi majeur pour les musées, aussi bien par rapport aux bailleurs de fonds que par rapport au public, reste de convaincre que la présentation de l'objet réel, l'expérimentation par les 5 sens, et cela seul mais aussi en groupe, représente un atout irremplaçable pour une société. The Real Thing est tellement important pour se différencier de l'interminable flux d'informations qui nous bombarde sans cesse, et que nous devons constamment apprendre à utiliser de façon judicieuse. Les musées sont là pour nous rappeler et pour signaler qu'il y a une réalité en dehors du virtuel, tout en utilisant les possibilités de ce virtuel, et que cette réalité peut être de qualité, riche et pluridimensionnelle. En guise de conclusion. À l'issue de ce survol de quelques tendances majeures, il convient de partager le constat que les musées passent de plus en plus pour des endroits branchés, où les gens aiment se retrouver et où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Les musées sont des lieux à l'importance symbolique et réelle. Il convient d'y ajouter, en restant vigilant aux atteintes à la liberté académique ou scientifique, que de nos jours, beaucoup de musées sont imaginés et construits par des architectes très connus. Ce sont vraiment des cathédrales du XXIe siècle, qui génèrent un retour effectif en matière de croissance du tourisme et de développement urbain. Les musées peuvent ainsi devenir des facteurs de croissance durable pour une ville. Un musée est une infrastructure vivante, essentielle pour les sociétés de l'avenir. À cet égard, la dernière journée internationale des musées, célébrée le 18 mai 2014 autour du thème « Les liens créés par les collections des musées », a été l'occasion dans le monde entier de mettre en avant l'importance des musées, en tant que lieu de rencontre autour du patrimoine et des traditions, lieu qui incite à la conscience de soi et de l'autre. C'est en Zambie que le président de l'ICOM a choisi de célébrer la Journée internationale des musées, en 2014. Il y a rencontré une fierté du patrimoine, un enthousiasme populaire et une ambiance de fête contagieux. À l'image des musées de Zambie, le succès des musées de demain se mesurera aussi à l'enthousiasme de ses communautés et de ses visiteurs. Wim Devaux. Crépuscule du musée ? Résumé. Nous vivons l'âge des musées. Rien n'échappe désormais à la muséification. Mais peut-être le musée est-il déjà une forme usée. Paupérisation, marchandisation, privatisation progressive, perte d'influence au sein du monde de l'art au bénéfice des nouveaux acteurs du marché, architecture dispendieuse, inappropriée et qui tente à ne valoir que pour elle-même. Révolution numérique qui accélère le devenir image du réel, rupture anthropologique en cours dans le nouveau monde numérique, autant de facteurs qui affaiblissent le musée. S'y ajoute la globalisation, la multipolarisation du monde et pour les musées d'art contemporain, la multiplication exponentielle des artistes et des lieux de production et de monstration de l'art. Mots-clés, musée, marchandisation, marché de l'art, architecture, numérique, art moderne, art contemporain, exposition. Le MAMCO, image d'Ilmari Kalkinen. Dans ce contexte de crise généralisée, le MAMCO, Musée d'art moderne et contemporain de Genève, fait le pari à l'ère de l'art exposé, de pratiquer le musée comme une fabrique de situations expositionnelles, un processus de production d'une ontophanie de l'œuvre dans l'unique apparaître de ses expériences concrètes continuellement renouvelées.
En pensant la collection comme l'ensemble des items disponibles pour l'exposition et des anamnèses qui nourrissent l'imaginaire de ses visiteurs récurrents, le MAMCO développe une économie institutionnelle et artistique visant à nouer un lien incarné, profane et démocratique avec ceux-ci, et la cité. Dans une époque qui a vu se multiplier les musées et leurs visiteurs, une période où le champ du muséifiable s'est progressivement étendu à l'ensemble des choses, à tel point que l'on peut définir cette époque comme l'âge des musées, comment songer à parler de crépuscule du musée ? Toute idée qui triomphe court à sa perte, remarquait André Breton. Peut-être nous faut-il redouter que sous ce triomphe mondial des musées se trame déjà la ruine de son idée. Quelle est donc aujourd'hui la condition du musée et en particulier du musée d'art contemporain ? À quel problème est-il confronté ? À quelles questions doit-il répondre ? Quel est en somme son horizon déterminant ? J'en brosserai grossièrement la description, sans m'attarder sur aucun de ces aspects d'ailleurs bien connus. La crise et ses remèdes. La crise économique mondiale, son traitement libéral par la réduction des dépenses publiques et son impact mécanique sur le financement public de la culture, la corollaire privatisation progressive des activités culturelles et leur consécutif infléchissement marchand, injonction faite aux institutions de se comprendre et de se comporter comme des entreprises, de développer la part de leur autofinancement, leur évaluation essentiellement quantitative et médiatique, la tendance de musées de plus en plus nombreux à externaliser leurs charges en facturant des frais de dossier de prêts exorbitants, en conditionnant les prêts au financement des restaurations curatives, en imposant et la rançon de la dictature de la conservation préventive, la fabrication de caisses toujours plus onéreuses et sans offrir le choix du fabricant, en exigeant des convoyeurs bien souvent inutiles mais aussi parfois des transporteurs et des assureurs, à la limite du mercantilisme quand ce n'est pas du conflit d'intérêts, l'affaiblissement sinon l'affaissement de l'esprit de service public et de solidarité entre pairs dont cette évolution fait symptôme, tout comme la segmentation des visiteurs en public cible et la transformation des usagers en clients, autant de données qui contribuent à la paupérisation des musées et attestent l'évolution idéologique qui en modifie l'image, la pratique et jusqu'au projet. Qu'attendent aujourd'hui du musée le politique et son double technocrate ? Qu'il soit un facteur d'attractivité, et donc de développement économique. Là s'évalue sa vraie légitimité, d'où découle son aptitude à drainer les crédits d'investissement et de fonctionnement. Qui songerait encore à évaluer la rentabilité scientifique ou artistique d'un musée ? On estime d'abord les programmes à l'aune des retours sur investissement. Le nouveau monde de l'art. À ce contexte, il faut ajouter l'évolution récente du monde de l'art qui reflète les nouveaux rapports de force économiques et financiers à l'échelle globale et se traduit par une redistribution des positions d'influence. Les collectionneurs, ou du moins les acheteurs d'art modernes ou contemporains, de plus en plus nombreux, de plus en plus riches, ont conquis une place centrale et une capacité à valoriser du point de vue monétaire et artistique leurs investissements spéculatifs. Joués ou acteurs des maisons de vente et des galeries internationales, ils produisent une histoire malthusienne de l'art contemporain, le plus souvent constituée d'objets classiques, aisément déplaçables, stockables dans les ports francs ou présentables dans leurs vastes espaces domestiques. Les galeries, à part quelques entreprises d'échelle mondiale, ont cédé du terrain aux maisons de vente qui sont devenues opératrices du premier marché. L'historien, le critique, le conservateur, l'expert ont cédé la place aux conseillers de collections privées, et aux curateurs indépendants qui squattent les institutions en mal d'imagination ou d'événements. Le développement exponentiel du marché de l'art contemporain, les moyens sans commune mesure avec ceux des musées, déployés par les maisons de vente, les grands marchands, les prétendus grands collectionneurs, étranglent les possibilités d'acquisition des collections publiques. D'autres acteurs, souvent de grande qualité professionnelle, sont apparus ou se sont développés dans la période récente. Les collections régionales qui inventent en France une nouvelle sorte de musée, les centres d'art de tout gabarit, les écoles d'art qui se dotent d'espaces d'exposition, les biennales ainsi que les foires et salons qui surgissent partout dans le monde. Les lieux et les types de monstration et de validation de l'art se sont donc multipliés, réduisant d'autant la vocation référentielle du musée. Ainsi, les musées d'art contemporain glissent-ils progressivement vers la périphérie du monde de l'art, sauf à relayer les prescriptions de ces nouveaux acteurs économiques et symboliques, seule garantie pour eux de visibilité médiatique et de mansuétude politique.
Le primat de l'architecture. Pour mesurer cette perte d'influence, demandons-nous par exemple combien, parmi les musées construits dans le monde ces 40 dernières années, sont des bâtiments réellement adéquats à leur fonction? Combien ne sont pas d'abord des gestes somptuaires de politiciens, emphatisés par des gestes d'architectes égotistes, arrogants et ignorants des besoins muséologiques et surtout artistiques? L'emblème de ce dédain des œuvres, des artistes et des conservateurs n'est-il pas le si fameux musée de Bilbao par Franck Gehry que Zaha Hadid est pourtant parvenu à dépasser dans l'inapproprié dispendieux avec le Maxi de Rome? Le pire n'étant jamais à exclure, le futur LACMA de Peter Zumthor s'annonce que comme le signe architectural identifiant qui faisait jusqu'alors défaut à Los Angeles, ville qui, sans cette fleur noire de 650 millions de dollars, courait le risque de perdre sa réputation de centre de l'architecture innovante, je cite le LACMA. Le triomphe mondial des musées et en particulier des musées d'art contemporain n'est-il pas une amère victoire quand le contenant ne vise plus qu'à valoir pour lui-même, son contenu contingent n'ayant plus de rôle qu'anecdotique? Le musée émietté. Comme les grandes religions, le musée a connu ses phases de gestation confidentielle, d'émergence innovante, de déploiement dominant avant de traverser la séquence d'émiettement schismatique et sectaire. Depuis l'avènement du grand musée encyclopédique du XIXe siècle, acmé de l'idée de musée, notre institution a connu de nombreuses péripéties. Le démembrement du musée unique dans sa dissémination à travers les musées spécialisés, thématiques, chronologiques ou monographiques, l'inauguration arodée du mausolée consacré à Soulages en est, en France, la plus récente illustration. Cette parcellisation institutionnelle s'est vue amplifiée par la multiplication des musées privés de fondations, de collectionneurs ou d'artistes. Si l'offre d'art en est accrue, si la diversité des points de vue en est multipliée, les intérêts particuliers et les effets de vanité narcissique des musées de collectionneurs et de fondations, comme les illusions historiques diffusées par les musées monographiques, brouillent considérablement la perception et la compréhension du travail scientifique, historiographique et expositionnel des musées publics. Un corpus infini. L'élargissement du champ des objets reçus au nom de l'art ou de la poésie, depuis les surréalistes, objets trouvés, objets issus des artisanats populaires, œuvres résultant de jeux collectifs, art des enfants, des fous, des sauvages, des singuliers, des inspirés et autres outsiders, dans le cadre d'une pensée refusant de séparer et de hiérarchiser les formes d'expression, a constitué un premier assaut contre le canon muséal classique, mettant à mal de concert avec les expressionnismes et les réalismes de L'. Entre-deux-guerres, le récit moderne. La fin du bloc soviétique, le développement des pensées post-coloniales, des conceptions LGBT, des affirmations ethniques et la mondialisation ont achevé de battre en brèche la vision machiste, blanche, européano- et américano-centrée du monde et de l'art. L'effondrement du canon moderniste sur fond d'épuisement des grands récits, l'effacement des critères historico-formalistes au profit des arguments dits anthropologiques, ce basculement de l'histoire de l'art dans la géographie, pour reprendre une célèbre formule de Kim Levine, la multiplication exponentielle des artistes et la multipolarisation de la scène artistique, place désormais le musée d'art contemporain devant l'impossibilité de relever le défi du présent. Le temps confortable où le MoMA pouvait penser, et donner à croire qu'il embrassait tout le champ de la modernité au XXe siècle, est depuis longtemps révolu. Ces nouveaux accrochages, encore hésitants, et ceux du MNAM, il faut à cet égard rendre justice à Catherine Grenier, ne sont encore que des essais de redistribution des cartes historiques, de dédommagement symbolique à l'intention des artistes minorés ou ignorés. Les nouveaux enjeux de l'historiographie du moment moderne sont encore loin d'avoir été explorés. Ajoutons qu'à cette crise quantitative, historique et paradigmatique s'ajoute le retour de formes artistiques critiques, construites contre l'institution et souvent en dehors d'elle, ou simplement rétives à la muséification, la performance par exemple, ou aux procédures esthétiques de l'exposition. Le musée numérisé. Mais l'horizon contemporain du musée, c'est aussi et peut-être surtout, ce que l'on pourrait appeler la mutation anthropo-numérique en cours. Nous croyons encore que le musée est la maison des objets concrets, des choses matérielles qui adviennent dans l'espace et dont les dispositifs de coprésence sont tout le travail du musée en tant que fabrique de situations expositionnelles à caractère esthético-herméneutique. Dans le musée comme dans l'histoire, une œuvre n'est jamais seule,
elle est toujours inscrite dans une chaîne syntaxique, quel qu'en soit le niveau d'élaboration. Voici que Google s'est engagé dans la constitution progressive de la version numérique du déjà vieux rêve du musée universel. Cette entreprise offre assurément aux regardeurs de nombreux avantages sauf qu'il n'y a plus d'œuvres, plus que de petites ombres chatoyantes sans matérialité. Les référents de ces images inexposées et sans négatif, c'est-à-dire sans preuve tangible d'un a été infalsifié, continuent de subsister quelque part où ils finiront peut-être par devenir des choses encombrantes qu'il suffira d'entreposer à l'abri du jour et des regards jusqu'à ce Q'. Ils paraissent superflus et trop coûteux de conserver ces stocks de choses devenues par prodige, les fantômes de leurs images. Plus que la gravure ou la photographie, qui ont miné ou atténué le régime auratique des œuvres d'art, leurs fascinants ectoplasmes numériques, parfois étirés sur des murs d'écran, sans relation avec les formats et les contextes originaux, ont un mode d'existence technico-spectaculaire radicalement différent de l'unique apparaître des œuvres matérielles, insuperposables, irréductibles à la reproduction dans ces milliards de pixels lumineux qu'un interrupteur suffit à néantiser. La rupture anthroponumérique. Ce n'est probablement pas cette concurrence des apparaîtres antinomiques qui fragilise le plus le musée, mais l'ensemble des changements anthropologiques qu'induit le monde numérique. Cette véritable révolution coïncide avec la globalisation des échanges, l'accompagne et la structure, transforme en profondeur notre sensibilité, nos comportements, notre vie quotidienne et progressivement notre manière d'être au monde. On a parlé de rupture anthropologique à propos des effets de la multiplication des écrans, d'Internet et de ce qu'on nomme les réseaux sociaux. Notre usage du temps en est complètement modifié, comme nos relations avec autrui, mais c'est aussi notre économie mémorielle qui s'en trouve bouleversée. Quand presque toutes les informations, quel que soit leur coefficient de vérité, sont à la portée d'un clic, la mémoire tend à s'externaliser. Sans remonter jusqu'au procès platonicien de l'écriture, on peut conjecturer que ce que l'apparition et la diffusion du livre imprimé ont changé, il y a quelques siècles, dans notre rapport à la mémoire et au savoir, Internet en accélère et en démultiplie les conséquences. Nous sommes de plus en plus accros à nos écrans, dépendants des machines que nous avons imaginées pour nous libérer. Toute la culture en est reconfigurée. Et la relation vivante aux œuvres réelles risque d'apparaître de moins en moins nécessaire devant la prolifération de leur double numérique. Ne voit-on pas se répandre dans les musées des visiteurs qui ne regardent plus que la tablette avec laquelle ils filment en plan séquence les murs entre lesquels ils passent sans s'arrêter, sauf quand ils cherchent sur leur smartphone des indications à propos de l'œuvre qu'ils auraient sous les yeux, s'ils songeaient encore à la contempler? Outre le caractère chronophage de nos prothèses informatiques, qui a pour conséquence une réduction du temps disponible pour les anciennes activités culturelles, c'est la construction d'un univers d'interconnexion entre objets augmentés et humains augmentés, entre néo-objets et post-humains, qui commence à modifier en profondeur notre activité perceptive et cognitive, notre être dans le monde. Dans L'être et l'écran, Stéphane Vial affirme que notre faculté de percevoir, autrefois confondue avec une procédure naturelle, dépend des appareils du système technique dans lequel nous vivons. La révolution numérique, loin d'être seulement une révolution technologique dans les objets, est avant tout une révolution phénoménologique dans les sujets. Elle produit une nouvelle coulée phénoménotechnique du monde et refonde la capacité des humains à en faire l'expérience. Cependant, quand il analyse ce qu'il appelle l'ontophanie numérique, Stéphane Vial ne lui reconnaît qu'un assez bas degré d'aura phénoménologique, à l'opposé de l'indépassable ontophanie du face-à-face, coprésence authentique, corps et âme, de deux personnes. De même que les montagnes qui entourent Genève ou le magnolia qui grandit devant le Mamco auront peut-être toujours, si l'on en croit Walter Benjamin, une aura plus forte que la photographie que je vous en montre. De même peut-on espérer que le musée, comme appareil ontophanique du face-à-face avec les œuvres, prévale durablement sur les résidus auratiques de nos diaporamas numériques. Encore faudra-t-il que notre capacité d'expérience du réel ne se soit pas atrophiée dans le labyrinthe de ses semblants. Limite non frontière du Mamco. L'horizon que je viens d'esquisser à trop grands traits n'était évidemment pas le même il y a 20 ans, alors que je cherchais à définir une conception et une pratique renouvelée du musée d'art contemporain. La césure moderne, contemporain. Quand j'ai commencé à réfléchir au projet du Mamco, au début des années 90,
J'avais proposé de le nommer MACOM, c'est-à-dire Musée d'art contemporain et moderne. Les autorités municipales d'alors ont refusé sans débat cette formule inédite. Notre musée est donc dénommé Musée d'art moderne et contemporain, bien qu'il n'ait que très rarement montré des œuvres modernes, tandis qu'il lui est arrivé de présenter, certes aussi parcimonieusement, des œuvres des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. L'art moderne, l'art créé entre 1905 et 1945, voire jusqu'en 1960, est le grand absent des collections publiques genevoises, elles sont loin d'être les seules. Mais la notion de modernité ne s'applique pas seulement à une période de l'activité artistique. On peut y entendre, par exemple, un ensemble de concepts et de valeurs qui en ont fait un projet général, le rêve d'une refondation de la vie morale et matérielle. En d'autres termes, un projet politique et esthétique. C'est à cette idée du moderne que je songeais en inversant les termes moderne et contemporain. Contemporain ne signifie pas grand-chose, ne porte en tout cas ni valeur ni projet. C'est une condition temporaire, presque un destin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.